Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Burger du mois, un burger un peu spécial puisque c'est le dernier, en tout cas de la saison et peut-être de tous les temps. On vous réserve la surprise. Le Burger du mois, épisode 9, c'est comme toujours le meilleur du meilleur de la pop culture, ciné, comics, jeux vidéo, tout y est, avec au sommaire ce mois-ci... Le steak, notre gros dossier, se posera une grande question. Et si Netflix, demain, contrôlait le monde? La salade, notre pause nostalgie, reviendra sur le comic book devenu film, The Crow. Et enfin, les pickles, c'est-à-dire les clashs, s'intéresseront de près à la querelle qui oppose le génie Hideo Kojima et la société vidéoludique Konami. Le Burger du mois, épisode 9, c'est tout de suite sur MCM. Mais d'abord, voici tout ce dont nous ne vous parlerons pas dans cette émission, c'est le sang conservateur. Et c'est dégueulasse. Promis, juré, nous ne vous parlerons pas du nouvel album de London Grammar à paraître le 9 juin. Le deuxième album du duo anglais est à l'image du premier, paru en 2013, irritant et inutile, et cerise sur le gâteau douloureusement long, avec pas moins de 14 titres, qui évoquent tous le chant d'un chaton mourant. Non merci. Important? Just my personal life. Sir, this is not a secure line. We need you for an emergency assignment in London. We've got a prisoner waiting. Well, I'm already on it. What the hell are you talking about? We haven't informed London Station. Sir, we have been penetrated. Nous ne vous parlerons pas non plus de Conspiracy, thriller complètement con réalisé par Michael Apted, à qui nous devons l'un des pires James Bond, Le Monde ne suffit pas. What is going on in London that involves the CIA? We need you back on the front line. Conspiracy raconte l'histoire de Noomi Rapace, une enquêtrice de la CIA qui se retrouve piégée au sein d'un gigantesque complot. On peut également croiser Orlando Bloom, Michael Douglas et John Malkovich. We thought we controlled her. Un casting de choix pour un scénario complètement crétin, interprété avec les pieds, un long métrage peu inspiré qui peinera même à occuper votre dimanche soir. In a different world, it doesn't come to this. C'est officiel, deux films distribués par Netflix, Okja du réalisateur sud-coréen Bong Joon-ho et The Meyerowitz Stories de l'américain Noah Baumbach sont en sélection officielle à Cannes. Et c'est peu dire que cette nouvelle fait grincer des dents, surtout celle de la Fédération nationale des cinémas français, la FNCF, qui regrette que ces films, qui seront mis en ligne sur Netflix, vont à l'encontre de la chronologie des médias, une particularité française qui exige un délai de 10 mois à 2 ans entre la sortie en salle et la diffusion en télé. Mais ça, Netflix s'en moque, car Netflix est en train de prendre le pouvoir. Ou alors est-ce une illusion? On se pose la question, c'est le steak du mois. C'est un séisme qui s'est produit il y a quelques semaines au moment de l'annonce de la sélection officielle de la 70e édition du Festival de Cannes. L'annonce de 2 films produits et distribués par Netflix, maison de House of Cards, Stranger Things ou VOA, et qui seront donc mis en ligne sur la plateforme de streaming dans l'année pour tous les abonnés, c'est en effet une première sur la croisette. Clairement, c'est un gros coup pour Netflix. En revanche, pour le festival, ça signifie rien de particulier, quoi. Ça n'apporte rien de spécial d'avoir des films Netflix plutôt qu'autre chose. Ils ont sélectionné les films pour ce qu'ils sont, pour leurs auteurs. Le gros coup, il est pour Netflix, clairement. Un gros coup, mais aussi une nouvelle raison de s'énerver pour la Fédération nationale des cinémas français. Elle a publié un communiqué à la suite de cette annonce, et c'est peu de dire qu'il semble écrit à une autre époque. Petit extrait. Qu'en sera-t-il demain si les films du Festival de Cannes ne sortent pas en salle, remettant ainsi en cause la nature d'œuvres cinématographiques? La vie est plus compliquée que ce qu'on croit. On n'imaginait pas dans quoi on s'engageait.
Pour eux, une œuvre cinématographique est donc nécessairement une œuvre sortant au cinéma et non une œuvre de cinéma. Une nuance qui, à l'ère du streaming, d'Amazon, de Hulu, bref, en 2017, semble tout particulièrement en décalage avec la réalité et, disons-le, complètement ringarde. Et pourtant, il fallait s'y attendre. The human whose name is written in this note shall die. Netflix à Cannes est un bouleversement, mais la plateforme de streaming n'en est pas à son coup d'essai. Plus tôt cette année, aux Oscars, 13th, le documentaire choc de la réalisatrice Ava DuVernay sur l'incarcération massive des Afro-Américains, une production Netflix, était en compétition, même s'il ne remporta pas la précieuse statuette. En revanche, le géant de la vente en ligne Amazon est reparti avec 2 trophées pour Manchester by the Sea, celui du meilleur scénario et celui du meilleur acteur pour Casey Affleck, signe que les temps changent, qu'un autre financement, qu'une autre création est donc possible. Autre signe de bonne santé pour Netflix, les chiffres communiqués. La plateforme a gagné 3,5 millions d'abonnés en dehors des États-Unis au premier trimestre de l'année 2017 et son chiffre d'affaires a augmenté de 34,7%. Bref, Netflix va bien et va continuer de bien se porter. Aujourd'hui, on regarde la sélection et il y a des commentaires sur la sélection, à la fois la sélection officielle et aussi les sélections parallèles. Il y a encore beaucoup de films, par exemple, qui n'ont pas qui vont être présentés à Cannes, qui ont été sélectionnés et qui n'ont pas encore de distributeur français. Il est possible aussi que ces films, qui aujourd'hui ne sont pas des films Netflix, deviennent, y compris pendant le Festival de Cannes, des films Netflix parce que Netflix va les acheter. Et le Festival de Cannes, c'est un festival avec des stars, avec des journalistes, mais c'est aussi un marché du film. Et le but pour les professionnels, c'est de vendre leurs films. Et en fait, Netflix fait partie des acteurs qui sont susceptibles d'acheter des films. On vient au Festival de Cannes pour vendre son film et du coup, le marché se fait. Une chose est certaine, les habitudes des consommateurs changent et cela, Netflix l'a compris depuis longtemps et bien mieux que beaucoup d'autres. Rien que pour cette année, on attend encore plus de héros Marvel, une nouvelle collaboration avec David Fincher, la saison 2 de Stranger Things, bref, les abonnés en ont pour leur argent. Autre signe qui ne trompe pas, dans un sondage paru l'année dernière, quand on demandait aux Américains le premier nom qui leur venait à l'esprit en termes de télévision de qualité, pour la première fois, c'est Netflix qui ressortait devant le tout-puissant HBO, pourtant papa des Sopranos, The Wire, Game of Thrones et Westworld. Netflix partout, succès la plupart du temps, sauf pour Marseille et Iron Fist. Netflix laisse carte blanche aux auteurs, replace la création au centre des débats, attire les stars du cinéma, de la télé, du stand-up, signe les meilleurs documentaires du marché. Netflix va-t-il continuer sur cette lancée ? Grossir dans les festivals, les cérémonies de récompense, certainement, parce que c'est devenu un acteur vraiment majeur de la filière. À mon sens, plutôt dans les récompenses qui concernent la production de télé, donc plutôt les Emmy, les Golden Globes, etc. Parce que ça permet à Netflix de mieux fidéliser ses abonnés, de faire des formats séries avec plusieurs épisodes. Une chose est certaine, l'avenir s'annonce palpitant. And in your heart, you know I'm right. Vous connaissez très probablement le rappeur américano-canadien Drake. C'est l'ami du burger du mois. Chaque mois, il nous propose ses bons plans venus des États-Unis, des comic books, des films, des séries télé qui ne sont pas encore arrivés en France et que donc on vous présente en amont ici sur MCM. Sauf que ce mois-ci, pour la dernière émission de la saison, je crois, Nico, que tu avais envie d'exprimer ton sentiment vis-à-vis de Drake et que tu lui as donc écrit quelques mots. Merci pour cette tribune d'ailleurs. Bah, c'est la tienne. Cher Drake, merci pour tout. Bravo Nico. Je trouve qu'il y a beaucoup d'émotions dans ce que tu viens de... PS, sincèrement. Ça m'a fait du bien. Ce mois-ci, Drake vous conseille Black Hammer, un comic book édité chez Dark Horse, écrit par Jeff Lemire, le génie auquel on doit Sweet Tooth, Descender ou encore Trillium.
Black Hammer, c'est l'histoire d'un groupe d'anciens héros, super et moins super, bannis après une crise universelle et vivant en petite communauté dans une ferme reculée. Évidemment, s'ils ne vont pas spécialement chercher les problèmes viendront à eux. C'est un superbe récit vintage que propose Jeff Lemire avec des robots géants, des voyageurs du cosmos, une sorcière, c'est plein de nostalgie et d'émotion. C'est un peu comme si le comic book de super-héros rencontrait le cinéma de Richard Linklater. Drake est fan, l'Amérique est fan, on est fan et bientôt vous aussi. Non mais t'es encore en train de jouer à la console? Bah oui, qu'est-ce qu'il y a? Non mais c'est la dernière de la saison, tu peux te concentrer un peu? Mais je suis concentré, ça va. Tu connais un jeu qui s'appelle Salt Bubbles? Non. Eh bah c'est un jeu qui est sorti il y a une dizaine d'années et qui était hyper bien. Mais là en fait non, je joue à Wonder Boy 3. C'est le remake d'un jeu qui était sorti sur Master System en 1989 et qui est remaké par Omar et Ben. D'accord. Rien à voir avec Omar et Fred, qui ne sont pas du jeu vidéo, faut bien le savoir. Et ils se sont rencontrés, ces deux mecs-là, quand ils bossaient justement sur Soul Bubbles il y a 10 ans. Ah mais ça a l'air cool, je peux tester? Non, tu peux pas tester. Par contre, eux, je veux bien te les présenter si tu veux. Ça fait plaisir. Mais tu te calmes avec ma console. De toute façon, en plus, je suis même pas en train de jouer à Wonder Boy, je l'ai déjà fini. En vrai, je joue à Zelda. Que j'ai toujours pas fini, ça veut dire que je suis nul, mais bon. Ce projet de remake de Wonder Boy, moi, ça fait très longtemps que j'ai envie de faire ça. En fait, j'ai toujours été fan de la série des Wonder Boy. Donc en réalité, ce projet, je l'avais en tête il y a 15 ans et j'en parlais déjà à des gens. Ça a un peu commencé comme un espèce de fan project où on expérimentait, on s'est dit voilà, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce jeu. On n'avait aucune idée de la licence, de la faisabilité de la chose, mais en tout cas on avait l'envie et puis de fil en aiguille on a eu un prototype qui fonctionnait, qui était joli, qui était intéressant. Derrière on a été montré au créateur original qui s'appelle Nishizawa et qui a été emballé. Qui a dit mais c'est génial parce que lui ça fait 25 ans qu'il n'utilise plus la licence. Voir qu'il y a deux gars au bout du monde qui s'intéressent à son jeu et qui ont envie de le refaire, lui a dit bah c'est super, allez-y continuez les gars. Je voulais vraiment obtenir les sensations de l'époque. Et c'est vraiment un jeu qui est fait pour vraiment ressentir cette période des années 80 et je trouve que c'est un jeu qui fonctionne, qui a super bien vieilli en fait. Enfin, si on l'a fait c'est aussi parce qu'on sait que d'abord, on l'adore et c'est un jeu que l'on prend plaisir à jouer tous les ans, etc. Et qu'il a beaucoup de fans, en fait, sur Internet. On voit beaucoup de gens qui sont captifs. C'est un peu une Madeleine de Proust du jeu vidéo pour ceux qui avaient des Sega. Par des fans adorent et en plus, ils peuvent revenir au mode original. C'est-à-dire qu'on a implémenté une fonction qui permet de l'appuyer sur une touche, de passer des nouveaux graphismes aux anciens graphismes, et de la nouvelle musique à l'ancienne musique. Pour la musique, on a travaillé avec quelqu'un qui s'appelle Michael Gère, qui est d'abord un musicien, qui est un ami à moi de longue date, qui a jamais bossé dans le jeu vidéo avant, et qui est aussi un gros fan en fait, de jeux rétro à la base et de jeux Sega, et notamment de Wonder Boy. On voulait conserver les mélodies de l'original, qui sont un peu gravées dans la tête de beaucoup de joueurs, et en même temps les retranscrire de manière moderne avec des beaux instruments, etc. À la fois pour la musique et pour les visuels en fait, parce que Ben est quelqu'un qui a vraiment un cachet BD ou animation. On a travaillé avec des gens qui n'ont pas des habitudes très jeux vidéo, et c'est aussi ce qui donne ce cachet au jeu. On voulait pas être dans les clichés jeux vidéo au niveau de la... Moi j'aime bien qu'on ressente le fait main dans ce jeu, parce que des fois quand c'est trop propre et quand c'est trop aseptisé, ça perd du charme, ça perd de spontanéité, et là je trouve qu'il y a un côté un peu différent qui est assez intéressant. Les commentaires sont très positifs et généreux, ça c'est agréable, que les fans soient heureux déjà, qu'ils nous remercient, qu'ils soient hyper heureux de voir cette version, c'est chouette. Ce matin, il y a eu un commentaire très mignon d'un Américain qui jouait au jeu avec sa mère en fait il y a 25 ans et il n'avait pas fini et il a dit à sa mère aujourd'hui qu'il avait acheté le remake et sa mère a ressorti le manuel du jeu original où elle avait noté les mots de passe. Parce que dans cette version, en fait, tu peux reprendre ton mot de passe de la version originale, tu peux l'insérer dans cette version et continuer ta partie. Et du coup, il a continué sa partie avec sa mère et voilà, c'est des petites histoires comme ça qui sont chouettes.
Si à la fin des années 80 tu étais un peu goth, tu avais forcément dans ta bibliothèque un comic book signé du dessinateur américain James O'Barr intitulé The Crow. The Crow, c'est l'histoire du guitariste de rock Eric Draven qui revient à la vie un an après sa mort pour venger le viol et l'assassinat de sa fiancée Shelly par les membres d'un gang. En gros, c'est un justicier, mort-vivant, looké un peu comme une rencontre entre Iggy Pop et Robert Smith. Donc il a la classe, il a le style. James O'Barr a d'ailleurs plusieurs fois reconnu qu'il s'était inspiré du physique d'Iggy Pop pour créer son héros. Mais James O'Barr ou au bistrot, par exemple? Bon, alors, The Crow devient rapidement un personnage culte, plus culte que cette blague en tout cas, et il a tous les atouts pour finalement. C'est dark, c'est violent, c'est limite opératique dans son rythme. Il y a de la drogue, il y a des gangs, il y a du romantisme macabre, il y a tout ce qu'il faut. Le comic book devient un joli succès indé, ce qui incite évidemment Hollywood à s'intéresser aux droits d'adaptation ciné. Faut savoir qu'on est à une période où le comic book indé, c'est sexy. Les adaptations prévues, The Crow, les Tortues Ninja évidemment, Judge Dredd, Barb Wire avec Pamela Anderson, c'était très bien ça. Tank Girl, etc. Les Tortues Ninja cartonnent, donc presque toutes les adaptations à suivre sont greenlightées par Hollywood, parfois un peu en dépit du bon sens, il faut le reconnaître. The Crow, c'est l'exemple du film de Clipper. Pas forcément hyper fouillé dans son écriture, mais avec une patte visuelle très efficace. Cette patte, on la doit justement à un réalisateur venu du clip, une révélation, Alex Proyas. C'est vrai que beaucoup de gens ont tendance à dénigrer le cinéma d'anciens clippers, mais rappelons-le, Ridley Scott, David Fincher, Spike Jonze, Michel Gondry ont tous un background similaire, ils ont fait des pubs et des clips. Et ce bagage professionnel, Alex Proyas le met à l'œuvre tout au long de The Crow qui, accompagné d'une bande originale omniprésente, pourrait presque se voir comme un très long clip très dark. Mais le vrai sujet dark de The Crow, c'est surtout la tragédie qui frappera le tournage et ira jusqu'à remettre en cause l'existence même du film. Cette tragédie, c'est la mort de Brandon Lee, fils de Bruce, interprète du rôle principal. L'histoire est encore aujourd'hui assez ahurissante. L'accident survient quand l'équipe tourne la scène de l'assassinat du personnage d'Eric Draven. Censé être abattu à bout portant par un tir de revolver, la scène doit être tournée sous plusieurs angles, avec pour certains un pistolet chargé à blanc, et pour d'autres, où Brandon Lee n'apparaît pas à l'écran, avec un pistolet chargé à balles réelles. Alors que le chef accessoiriste est en repos, son assistant omet de vérifier les chargeurs. Brandon Lee reçoit en plein tournage une balle dans l'abdomen. Il est transporté à l'hôpital mais ne survivra pas. Il lui restait 3 jours de tournage. At approximately 1:30 p.m. this afternoon, actor Brandon Lee was pronounced dead at New Hanover Regional Medical Center. At approximately 9 a.m. this morning, an autopsy was performed on the body of Brandon Lee at Angelo Memorial Hospital in Jacksonville, North Carolina. What appeared to be a .44 caliber bullet was removed from Lee's body. Évidemment, la production est ébranlée, une annulation pure et simple du film est envisagée et le distributeur Paramount se retire du projet. C'est finalement Miramax qui reprend le flambeau. Le tournage est finalement achevé après quelques réécritures de scénario et changements résultant évidemment du décès de l'acteur principal. À sa sortie, la promotion de The Crow est évidemment vampirisée par la nouvelle de la mort de Brandon Lee. Le film aurait-il reçu la même attention sans cet accident? Peu probable. En revanche, au Burger du mois, on est persuadé que tout cela ne l'aurait pas empêché de devenir un film culte générationnel qui cumulait beaucoup trop de qualité pour passer inaperçu auprès des ados de l'époque. Bande originale bourrée de tubes et de groupes en vogue, imagerie goth et super goth, personnage principal ultra charismatique, le chemin de The Crow était tout tracé, jamais il ne serait considéré comme un chef-d'œuvre par la presse, mais le public visé allait faire la différence. La preuve, on est là encore aujourd'hui pour en parler. L'aura de The Crow demeure intacte malgré ses suites moisies, on peut le dire, et la série télé ridicule avec Marc Dacascos qui l'a engendré. Un peu comme Highlander en fait.
finalement. Ouais, c'est ça, hein, un peu comme Highlander. Cela dit, on gardera tout de même une petite affection. Rikiki, Toute on va pas se petite, mentir, mais quand même, Rikiki. pour The Crow City of Angels, le 2e épisode, avec dans le rôle titre Vincent Perez. Et pourquoi pas De Cyrano de Bergerac, hein, après tout, on peut y aller. Dans le rôle titre, donc, et Iggy Pop, qui livre une prestation un peu too much, il faut bien le reconnaître, mais qui apparaît donc dans le film d'un personnage qu'il a lui-même en partie inspiré à la base dans le comic book. Donc, la boucle est bouclée. I'll be seeing you, Sugar Plum. Les pickles, c'est ce qui donne son piquant au burger, et dans cette émission, ce sont les clashs. Ce mois-ci, nous vous racontons la bagarre entre un génie du jeu vidéo et un éditeur, Konami. Le génie s'appelle Hideo Kojima, il est le papa entre autres de Metal Gear Solid et l'éditeur c'est Konami donc. Et pendant des années, ce fut l'amour fou puis la grosse embrouille et aujourd'hui les deux compères ne se parlent plus. Mais ça, Nico, quand même, ce serait quand même vraiment dommage si ça nous arrivait à nous. Ouais, pourquoi tu voudrais que ça nous arrive? Tout va bien, on est potes, tout roule. Bah oui, je sais, mais là tu disais que Konami et Kojima ils étaient super potes aussi, et puis finalement, bah, tu vois, l'amour s'est étiolé. Ouais, mais c'est pas pareil, il y a eu des embrouilles, il y a eu des soucis, rien à voir. Bah, comme quoi, par exemple? Eh bah écoute, on sait pas trop, mais regarde, Kojima, c'est un génie. Oui. Toi et moi. Non, oui. On est débiles. Oui. Donc tu vois, c'est pas pareil, on risque rien. Parce qu'on est con. C'est bon, c'est safe. Faut être con dans la vie. Comme ça, on s'embrouille pas. Please welcome our industry icon, Mr. Hideo Kojima. Hideo Kojima est une star du jeu vidéo, un génie vénéré, créateur de l'une des plus importantes licences au monde, Metal Gear Solid. Could you be Snake? Are you Solid Snake? That's what some people call me. Il a débuté sa carrière chez Konami en 1986 et au fil des années s'est imposé comme un créateur majeur au sein d'une industrie parfois frileuse, allant même jusqu'à devenir, le 1er avril 2011, le vice-président de Konami Digital Entertainment. En 2005, Konami avait même laissé Kojima monter sa propre boîte de production à son nom, lui laissant carte blanche pour développer ce qu'il veut, quand il veut, sans jamais avoir à se soucier du business, mais uniquement d'art. Bref, entre la compagnie responsable de Silent Hill et Castlevania et le natif de Tokyo, c'est une belle histoire d'amour de près de 30 ans. Thanks to all of you. Au fil de sa carrière, Kojima prend un malin plaisir à titiller le fan, lui faisant croire à plusieurs reprises que Metal Gear c'est derrière lui, mais sans jamais mettre ses menaces à exécution. Jusqu'en 2013, quand il annonce que Metal Gear Solid 5 sera bel et bien son dernier. I will always be with you. En mars 2015, Konami date officiellement la sortie du jeu au 1er septembre. Et quelques jours plus tard, annonce une restructuration de la boîte, mais sans jamais nommer son créateur star. Sur le moment, on le sent, quelque chose ne tourne pas rond, mais on ne sait pas vraiment quoi. Mars 2015 toujours, Konami fait disparaître du site officiel de Metal Gear toute mention de Kojima Productions et d'Hideo Kojima et renomme officiellement Kojima Productions Los Angeles, Konami Los Angeles Studio. Bref, il y a de l'eau dans le gaz, c'est une évidence, mais une question reste en suspens. Que se passe-t-il? This is only the beginning, Snake. Personne ne le sait encore aujourd'hui et Kojima lui-même a affirmé ne pas pouvoir en parler après avoir signé un accord de confidentialité. Cela dit, quelques pistes existent. En août 2015, le quotidien japonais Nikkei dressait un tableau assez peu reluisant de la gestion des employés chez Konami. On y parle d'annulation massive de projets, d'accès restreint à Internet, de pauses déjeuner contrôlées et même carrément d'humiliation destinée à mettre les plus anciens employés à la rue. En décembre de la même année, Konami est accusé d'avoir interdit à Hideo Kojima de recevoir un prix pour Metal Gear Solid 5, finalement remis à Kiefer Sutherland, qui double le personnage principal dans le jeu. You guys rock. Have a great night. Thanks a lot. Kojima trop connu, trop puissant, trop mégalo peut-être, une chose est sûre, le monsieur a su rebondir en montant de nouveau sa boîte et en travaillant main dans la main avec Sony. On a hâte de découvrir son prochain bijou, Death Stranding. Mais on regrette amèrement que cette embrouille sans queue ni tête ait causé l'annulation d'un nouveau Silent Hill, collaboration annoncée entre Kojima et rien de moins que le réalisateur Guillermo del Toro.
Vous le savez, chaque mois dans le burger, les frites, ce sont nos jouets et donc l'occasion d'une battle entre Joe et moi. Une battle à laquelle vous pouvez participer en votant pour l'un d'entre nous avec le hashtag Burger du mois, tout simplement sur Facebook et Twitter. Et le mois dernier, j'avoue, Joe, tu étais le meilleur. J'ai gagné! Pour cette dernière, je crois que tu as mis les grands moyens, mais si tu me permets de commencer. Non mais bien sûr, vas-y. Trop aimable. Honneur au père, non évidemment. J'ai donc ramené l'un des monstres, c'est cool hein, l'un des monstres du film Pacific Rim, très bon film, excellent film, grand film de Guillermo del Toro. Et il y a donc les excellents NECA Toys qui ont sorti quelques figurines, donc figurines des monstres du film. Celles-ci coûtent environ une 50aine d'euros. Vous admirerez le souci du détail, particulièrement avec la corne qui est cassée. Voilà, c'est pas Nico qui a cassé la corne. C'est pas moi qui oserais faire ça. Et donc voilà, très bel objet que j'aime beaucoup. Et puis ça habille bien une chambre d'enfant, une chambre d'amoureux. Voilà, c'est très joli, c'est discret. Une chambre d'amoureux. Bref, n'y voyez aucun clin d'œil. Une pensée pour mon amoureuse qui déteste cette chose. Voilà, mais moi j'aime beaucoup. Donc c'est trouvable encore très facilement sur Internet et c'est produit par NECA Toys. Et je sais que tu trépines là. Non, regardez-moi, je suis très calme. Vas-y, à toi de jouer. Ok, alors je vous ai ramené ce mois-ci un Megazord. Qu'est-ce qu'un Megazord? C'est un robot japonais, bien entendu. J'ai perdu. Sauf que ce mois-ci, notre Megazord a la particularité d'être un Megazord Toy Story. Et ça, c'est quand même assez génial. C'est donc l'association entre Bandai et Disney. Alors, vous connaissez tous Toy Story de Disney. Figurez-vous que ce gros robot qui mesure 30 cm de haut à peu près se présente normalement en deux boîtes. Il y a une boîte du cowboy Woody et une boîte de Buzz l'éclair. D'accord. Et chaque boîte vient avec plusieurs figurines articulées. Donc une figurine de Woody, de Buzz, de Rex ou encore du chien, des extraterrestres, qui chacune forment deux robots. Un robot Woody, un robot Buzz l'éclair. Et quand on a les deux boîtes et qu'on les assemble, on crée cet immense Megazord. Donc vous pouvez le constater par exemple sous le casque, là, vous voyez, il y a la petite tête de Woody. Il y a Buzz l'éclair qui est planqué un petit peu derrière, mais il est là. Vous reconnaissez bien entendu le cochon, le cheval, Rex qui est là, qui est vraiment articulé. C'est-à-dire que, par exemple, allez, regardez, je vais l'enlever, parce que c'est un bras, mais c'est aussi Rex le dinosaure. Tout seul. Hop, tu peux le remettre en état, bim. Ça coûte combien, Joe? Alors, abordons ce sujet douloureux du prix de ces objets, finalement, puisqu'il y en a deux. Chacune des boîtes, indépendamment l'une de l'autre, la boîte Woody et la boîte Buzz l'éclair, tournent sur les internets aux alentours de 150-200 euros l'unité. Donc on est à 400 pour avoir le robot complet. J'avais des chèques cadeaux à écluser, je dois bien le dire, ainsi qu'une carte de fidélité dans une boutique parisienne où je vais souvent. Du coup, ça m'a coûté beaucoup moins cher, je rassure les personnes qui me connaissent de manière proche. Ça ne m'a pas coûté si cher que ça. Ça se trouve encore ou pas? Ouais, alors ça a été sold out très vite. Donc je pense que ça va rapidement se retrouver sur eBay, mais pour des sommes assez indécentes à mon avis. Donc, alors n'hésitez pas à voter. Dépêchez-vous. Moi-même, personnellement, en vrai, je vote pour Joe, mais je vous remontre quand même le mien, le monstre de Pacific Rim. Parce qu'il est quand même NECA Toys, il est quand même franchement coolos. Il coûte 400 euros de moins, finalement, donc bon, calmons-nous. Voilà, donc vous n'hésitez pas à voter, laissez-moi une chance, mais en vrai, balèze. À vous de jouer. Et voilà, le dernier burger du mois de la saison est quasiment terminé, sauf qu'un burger n'est pas totalement complet sans son petit drapeau. Le petit drapeau, qu'est-ce que c'est? C'est ce dont on espère vous parler dans la prochaine émission. Mais là, c'est ce dont on espère vous parler dans le futur, tout simplement. Et pourquoi t'as pas de burger, toi? Parce que dans l'épisode 1, j'ai demandé un burger au chamallow. T'as dit non. Bah non, oui. Pour l'épisode 2, j'ai demandé un burger au chamallow. T'as dit non. C'était pas dans le timing. Pour l'épisode 3, j'ai demandé un burger au chamallow. Oui. T'as dit non. Mais c'était budget là. Pour l'épisode 4, j'ai demandé un burger au tagada. T'as dit non. Bah oui, j'avais des chamallows. Pour l'épisode 5, j'ai demandé un burger au chamallow. Tu te souviens de ce que t'as dit? Bah que j'avais que des tagada. Pour l'épisode 6, j'ai demandé un burger au chamallow. T'as dit non. Oui, effectivement. Pour l'épisode 7, j'ai demandé un burger au chamallow. Oui. T'as dit non. Dit que tu me faisais chier. Pour l'épisode 8, je sais plus ce que j'ai. Un burger au chamallow. Oui. T'as dit non. Non. Pour l'épisode 9, en plus le dernier. Oui. Oh, merci mademoiselle. Ah, je suis content. Oh, il est beau. Il est chaud. Bon bah, bon appétit. Bah voilà, on se quitte là-dessus.
C'est comment? Tu comprends pourquoi je te disais non? C'était pour ton bien, Nico. C'est pas bon? Non. Bah voilà. Quand nous nous retrouverons, le plus tôt possible, espérons-le, nous croisons les doigts pour vous parler de Rime, jeu vidéo à paraître le 26 mai sur PS4, Switch, Xbox One et PC. Le développement fut chaotique, mais ça y est, il est bientôt là, ce jeu d'aventure créé par Tequila Works. Les images laissent espérer un beau voyage, à l'image de The Last Guardian, avec lequel il partage une certaine esthétique. On y joue bientôt et nous, on vous embrasse très fort. Gros bisous, 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 bisous. Go. Tu vois ce que j'ai écrit ou pas? Non, je t'ai dit vite.